Et bonjour à tous. Donc, je suis Patrick Bourges. J'ai en charge en effet le développement et l'animation de ce portail fournisseur ISCM. Et dans le cadre de notre communication, donc on organise des webinaires thématiques et qui illustrent bien sûr des fonctions d'ISM et qui vont au-delà. Et l'enjeu, c'est d'essayer de partager avec vous notre vision du marché et le retour d'expérience qu'on en a eu avec nos clients sur la mise en œuvre donc de ce portail, et aussi de partager les convictions qu'on a et qui guident la roadmap de l'outil. Donc, on va parler aujourd'hui des étiquettes colis de vos fournisseurs et donc de l'intérêt. Alors, dans ISM, comment dire, on gère deux types d'étiquettes. Les étiquettes tissées sur lesquelles on va mettre tout un ensemble d'informations techniques, on va dire, sur l'outil, et que l'on va envoyer aux fournisseurs pour qu'ils puissent le coudre sur les différents modèles qu'ils ont, quel que ce soit de la marqueterie, des chaussures ou des vêtements, peu importe, il y a toujours donc ces fameuses étiquettes. On ne parlera pas tant de cette partie-là, même si avec ISM, on sait envoyer proposer aux fournisseurs donc un fichier dans lequel on va retrouver l'ensemble des éléments qui pourront être imprimés sur les étiquettes. L'intérêt étant bien sûr d'éviter d'avoir à envoyer matériellement donc ces étiquettes aux fournisseurs, alors même qu'on n'est pas sûr des quantités réelles qui seront produites ou de la répartition des SKU qui seront produites en taille ou en couleur et qui peuvent avoir un impact sur ces fameuses étiquettes. On se concentrera aujourd'hui plutôt sur les étiquettes colis, donc qui vont permettre de déclencher l'acheminement des productions qui ont été faites. Et on a réfléchi sur les trois grands rôles de l'étiquette colis. Alors bien sûr, l'étiquette colis, son rôle, c'est comme l'adresse qu'on met sur une enveloppe. On va essayer d'aller au-delà de ce cliché. Mais la génération de l'étiquette colis va permettre de déclencher l'acheminement, c'est-à-dire surtout de pouvoir déclarer qu'on a bien terminé l'étape précédente, qui est l'étape de la production. Et le fait de maîtriser la génération des étiquettes colis à travers un portail fournisseur, c'est déjà de permettre aux fournisseurs de n'éditer les étiquettes colis que dans la mesure où l'ensemble des contrôles qualité, on le verra tout à l'heure dans une petite illustration sur l'outil, qu'à partir du moment où le fournisseur a bien saisi l'ensemble des éléments techniques liés à sa production en termes de quantité, d'informations relatives au contrôle qualité qu'il a pu mettre en place ou à des informations sur les matières premières qu'il a pu mettre en place. Et tant que l'ensemble de ces informations ou de ces contrôles qualité n'ont pas été faits, alors il ne peut pas générer l'étiquette colis. Ça veut dire que la marque qui gère ou qui externalise ses productions a la main sur l'acheminement ou sur le déclenchement de l'acheminement. Contrairement à une situation où, si on ne maîtrise pas cette génération d'étiquettes colis, eh ben, le fournisseur peut faire partir les colis, alors même que l'on n'est pas sûr de la conformité de tous les contrôles. Le deuxième rôle de l'étiquette colis, ça va être de porter, le rôle de la génération d'étiquettes colis, c'est de vérifier que l'ensemble des informations nécessaires pour générer la packing list, mais aussi nécessaires pour générer l'ensemble du dossier d'export, voire même du dossier douanier, sont bien complètes et qu'on a bien toutes les informations ou tous les autres documents annexes, style certificat d'origine ou qualité matières premières, qui peuvent influer ou être nécessaires dans le cadre d'un contrôle douanier notamment, ou d'informations dont on a besoin pour l'exportation des marchandises, notamment dans certains pays où il y a des quotas sur certaines matières. Donc à ce moment-là, il faut bien avoir ces éléments par rapport aux matières premières contenues dans l'expédition. Donc, une fois si on maîtrise la génération des étiquettes colis, ça veut dire qu'on va générer aussi la génération de la packing list, qui n'est autre que la concaténation de tout le plan de colisage et donc de toutes les informations contenues à la fois sur l'entête de la commande, mais aussi dans les quantités qui auront été produites. Donc ça, c'est le deuxième rôle, c'est de préparer tout le dossier export que l'on a. Et enfin, le troisième rôle de l'étiquette colis, ça va être de simplifier la réception
de ces colis. Alors, réception qui peut être multiple, parce qu'il peut y avoir une réception sur une plateforme de logistique, une plateforme logistique en amont de l'entrepôt à proprement parler, pour des reconditionnements de colis ou de la préparation de commandes délocalisées sur une plateforme logistique externe ou partenaire en Asie, par exemple, si on a, ça se fait régulièrement chez nombre de nos clients. Mais donc, faciliter la réception des colis parce qu'à partir du moment où on a généré l'étiquette colis, on va générer tout un flux d'informations qui va pouvoir être alimenté le WMS, c'est-à-dire le gestionnaire d'entrepôt, pour l'informer de l'arrivée des colis à une date qui va être définie ou de l'arrivée potentielle des colis. Donc, de pouvoir faire rentrer un stock à date qui va permettre d'anticiper tout ce qui est préparation des commandes. Mais faciliter le tri des colis parce que à partir du moment où on a généré l'étiquette colis sur un format qui est harmonisé entre tous les fournisseurs, avec une information qui est toujours située au même endroit sur l'étiquette, on va simplifier la lecture. On va pouvoir, à la lecture code barre de l'étiquette, puisqu'on a un numéro d'étiquette colis unique, on va pouvoir faire le matching entre l'attendu qui est déjà connu dans le WMS et la lecture réelle du colis, ce qui va permettre très vite d'identifier un colis qui n'est pas présent, ou s'il y a un colis qui est endommagé, par la lecture de l'étiquette, on saura quels sont les produits qu'il y a dedans instantanément. Simplifier la réception, c'est aussi organiser la répartition des colis entre les différentes personnes, ou même favoriser le cross-docking, c'est-à-dire le fait qu'un colis va pouvoir être préparé en amont ou en plateforme logistique ou directement chez le fournisseur pour être envoyé en l'état chez un client ou un distributeur. Notamment les colis d'implantation magasin, par exemple, on peut très bien imaginer de les conditionner avec une répartition de SKU qui est exactement ce qu'il faut pour une implantation magasin d'une nouvelle collection. Et ça permet à la réception et à la préparation des commandes de manipuler une unité logistique qui va être le colis plutôt que l'ensemble des SKU. Ou de faire un contrôle qualité aléatoire par rapport donc à un contenu du colis qui lui-même est connu. Donc, les trois rôles de l'étiquette colis, si on les partage, permettent de définir l'enjeu des informations qui sont contenues sur l'étiquette et l'enjeu de maîtriser la génération de cette étiquette. Alors, dans la notion de format d'étiquette, il y a bien sûr des notions de données techniques qui vont être liées au modèle ou des données liées à la commande, donc le lieu d'acheminement exact de la commande, bien sûr la provenance et l'ensemble des informations concernant les SKU dans l'information. La préparation des étiquettes colis va être faite en fonction d'un déclaratif du fournisseur, déclaratif de quantité, et on verra tout à l'heure qu'on a plusieurs moyens donc de générer l'étiquette colis, soit à partir donc d'une saisie manuelle du fournisseur, comme il le fait régulièrement d'ailleurs sur son Excel, et on verra que l'interface qu'on lui propose est une interface qui n'est pas plus compliquée, enfin qui est d'ailleurs plus simple pour lui de saisir ces quantités parce que l'outil va lui faciliter largement la tâche. Générer l'étiquette au bon format, et c'est vrai qu'il va falloir que chacun, toutes les personnes qui vont manipuler à un moment donné ou à un autre le colis, puissent retrouver l'information dont elles ont besoin pour travailler. Donc, la première personne qui va manipuler le colis, c'est le fournisseur. Donc, il faut qu'il puisse savoir très vite, une fois qu'il aura généré tous ces colis, où ils vont aller, dans quelle réservation ils vont aller, quel transitaire va venir les informer, etc. Pour le transporteur ou le transitaire, quand il va venir enlever la marchandise dans l'usine, lui-même, il faut qu'il ait déjà cette information pour qu'à l'enlèvement, il puisse contrôler son mode d'enlèvement, etc., à l'entrepôt, et même le client, si on fait je parlais tout à l'heure du cross-dock, mais on peut aussi imaginer ce qu'on appelle le direct shipping, c'est-à-dire d'envoyer directement des colis depuis le fournisseur ou de mettre sur l'étiquette colis des informations qui sont à destination du client final pour que lui-même puisse le réceptionner. Et on a travaillé notamment, par exemple, chez Rip Curl, où les colis pouvaient être envoyés directement sur des grosses centrales d'achat comme La Redoute, Intersport ou autres, ou directement, dans le cadre de SMU, de Special Makeup, on savait que tel modèle qui avait été décliné pour la marque, par exemple, Intersport, serait livré évidemment directement sur l'entrepôt, ce qui permet à la fois de faire
d'éviter de manipuler en interne ces informations. Mais donc, ça suppose sur l'étiquette colis de pouvoir mettre des informations qui sont relues par le client. Donc, des informations, c'est-à-dire qu'il puisse retrouver ses propres références articles, par exemple, ou sa propre référence de commande. Voilà sur cet écran-là ce qui est important. Quand on va définir un cahier des charges, aujourd'hui, comment fonctionne nombre de, alors peut-être vous, dans votre organisation propre, mais ce qu'on a constaté, nous, c'est que les clients envoient, les marques, donc en l'occurrence, envoient un cahier des charges à leur fournisseur avec tout un ensemble d'informations qu'ils veulent voir figurer sur leurs étiquettes. Donc, ce cahier des charges, une des difficultés, ça va être de le faire respecter par les fournisseurs, et en termes de contenu de l'étiquette, mais aussi en termes de colisage. Et on peut avoir dans les cahiers des charges, donc, ou attaché à une commande, de pouvoir demander, voilà, je vais vouloir avoir un conditionnement mono SKU par colis, ou un pack à la couleur, c'est-à-dire plusieurs comment dire, tailles d'une même couleur, une répartition de matrice comme c'est marqué en rose ici, ou un pack à la taille, donc une SKU de chaque couleur dans le même colis, ou un pack au modèle, et je vais avoir une dispersion de ma matrice taille couleur dans le même colis pour, par exemple, un colis d'implantation magasin ou de constitution comment ça s'appelle, de vitrine où je veux pouvoir, ou de mannequin dans lequel je veux pouvoir avoir donc un échantillon de l'ensemble des produits que je peux avoir. Donc, c'est important de pouvoir définir ce cahier des charges et de pouvoir guider le fournisseur et de vérifier que ce qu'il va mettre en colis ou la manière dont il va le mettre en colis est bien conforme. Et c'est là tout l'enjeu de la génération d'étiquettes colis, c'est qu'on va, en fonction de la commande, proposer un colisage en fonction de la caractéristique de la commande, et des quantités réellement produites par le fournisseur, de générer le colisage pour que générer donc les étiquettes colis avec le colisage qu'on entend, ce qui fait que le fournisseur aura quelque part un plan de colisage et qu'il aura juste à suivre donc la mise en colis telle que auront été générées les étiquettes par l'outil. Donc, on va pouvoir générer différents types d'étiquettes en fonction d'un cahier des charges ou de demandes particulières qui sont faites. Bien sûr, le fait de savoir sur l'étiquette colis, d'avoir sur l'étiquette colis la combinaison, la constitution du colis permet à la réception de faciliter les contrôles qualité, puisque si dans le colis, je sais que j'ai que des t-shirts jaunes, quand je vais ouvrir de taille S, quand je vais ouvrir mon colis, je vais savoir ce que je vais trouver. Et si je n'ai pas exactement ce qui est fait, c'est-à-dire que le fournisseur n'aura pas respecté le plan de colisage qui lui aura été proposé ou imposé par la génération des étiquettes ou du plan de colisage, auquel cas, il y a un processus de litige ou d'amélioration continue avec le fournisseur, ou de formation de ses équipes pour comprendre pourquoi il n'a pas respecté. Mais là, on est bien dans quelque chose qui va être constructif avec le fournisseur. Maîtriser le conditionnement des colis, j'en parlais là, donc ça va aussi nécessiter pour le fournisseur de compléter l'ensemble des informations nécessaires donc pour qu'il puisse, comme je le disais en introduction, finaliser sa production et lancer la génération des étiquettes qui vont le conduire donc à finaliser sa production et à lancer le processus de mise à disposition de sa marchandise en vue de son enlèvement et de son acheminement. Ces éléments-là, j'ai pu les dire et on les a partagés tout à l'heure. Donc, dans l'étiquette colis, on parlait des informations techniques. À partir du moment où on maîtrise ce plan de génération des étiquettes, ça veut dire qu'on peut se permettre de mettre l'ensemble des informations dont on a besoin sur l'étiquette colis, puisqu'on n'impose pas au fournisseur de le faire, de les mettre en forme, ces étiquettes, ce qui pourrait être pour lui fastidieux. Donc ça, c'est aussi un des avantages clés, c'est qu'on va pouvoir enrichir l'étiquette de tout un ensemble d'informations qui sont compliquées éventuellement pour le fournisseur à mettre en œuvre ou à appliquer. Je pense par exemple aux codes barres qui peuvent être plus compliqués pour certains fournisseurs, aux codes barres à la SKU qui peuvent être compliqués par les fournisseurs de mettre en place ou de mettre en ligne.
Donc là, j'ai listé sur un format d'étiquette que l'on avait travaillé avec un cabinet de consultants d'ailleurs pour le compte d'un client. On va retrouver l'ensemble des informations qui vont aider à la lecture du colis. Donc d'abord, on a un numéro de colis unique à partir duquel on va pouvoir retrouver le numéro de commande, bien sûr, dans les outils, puisque ce numéro de commande, il est lié à un fichier, à un référentiel de données dans le portail. Ce numéro de colis unique va pouvoir être lu en code barre pour pouvoir avoir donc un rapprochement au dépotage avec ce qui est attendu dans le WMS. Mais pour avoir une lecture facile, on a mis la fin du numéro de colis avec le numéro donc, du colis, le numéro 9, en très gros pour que ça puisse être très vite visible par l'opérateur. Avec en bas donc le nombre de colis total de la commande, ce qui permet de faire un comptage rapide du nombre de colis si j'ai besoin et de vérifier s'il manque un colis. Pour faciliter le contrôle qualité, je sais que j'ai un colis de type standard, de type reliquat ou de type mixte. Et donc là, en l'occurrence, sur l'exemple, c'est un non-standard quantity colis. Ça veut dire que c'est un colis dans lequel je n'ai pas une quantité standard d'articles, ce qui va me permettre au contrôle qualité de vérifier que j'ai bien deux types de SKU. Donc en taille 36, en taille 38, j'ai 22 donc Softwareman, donc c'est comme un t-shirt ou un polo avec un zip par exemple, et la référence du code EAN, ce qui me permet très vite de pouvoir savoir de quoi je parle et de pouvoir informer si j'ai un litige sur un des articles qui est défini. Ensuite, on a bien sûr les adresses du fournisseur et les adresses du destinataire, même si c'est des informations qui ne sont pas forcément extrêmement importantes, mais au moins ça permet de recaler le contexte du colis à un nom très rapide. Alors, sur certains colis, pour certains clients, on ne met pas le nom du destinataire en clair pour éviter le détournement des colis. Donc, on ne met juste que les deux premières lettres, la BA en l'occurrence, ce qui permet d'éviter de donner une indication sur le contenu d'un colis, ce qui peut, dans certains manipulations ou trafic ou intermédiaires, pour pouvoir créer des jalousies ou des envies en tous les cas. Bon, si on peut mettre une petite une petite difficulté pour éviter les détournements de colis, ça en peut être. Une information qui est importante, donc c'est on a le standard box, donc la taille du colis. Évidemment, quand l'étiquette est collée dessus, c'est fait, mais ça permet puisqu'on a vu tout à l'heure que l'étiquette colis qui pouvait être générée en amont, allait donner une indication de colisage au fournisseur, ben, il sait qu'il doit coller cette étiquette sur un colis qui doit faire du 600 par 400 par 400, parce que ça permet de rationaliser un peu le remplissage et la manipulation des colis ou le rangement des colis quand on va les réceptionner. La deuxième chose qui est importante, c'est le poids. Et le poids, il est indiqué, alors bien sûr, le volume de le type de boîte de colis permet de définir le volume, ce qui est une information importante dans le cadre des remplissages de containers ou d'enlèvement par le transitaire. Mais le poids est aussi une information, et on calcule le poids, on le verra tout à l'heure, à partir des données techniques de la SKU qui peuvent là encore être contrôlées ou injectées dans l'ISM parce que dans le cas des échantillons, on a pu définir le poids, mais qui peuvent être complétées ou renseignées par le fournisseur. Et donc, ça va permettre de faire aussi un contrôle pondéral du colis. Ça, on l'avait fait chez Petit Bateau, donc pour faciliter les réceptions ou voir s'il y avait des colis qui étaient en décalage qui étaient aberrants, le poids d'un colis aberrant par rapport à ce qu'il y a dedans. Donc, d'avoir un poids du colis qui est calculé par rapport au nombre de SKU qu'il y a. Donc, voilà, tout un ensemble d'informations qui sont, mises sur l'étiquette, y compris la référence de la commande, qui peut être la référence de la commande client dans le cadre d'un cross-doc, mais qui va très vite permettre de faire des contrôles de cohérence à la réception ou quand on va faire la prise en charge par le transitaire, qui lui doit prendre en compte dans sa réservation tout un lot d'ordres d'achat, ou de commande en l'occurrence, et qui va vérifier que c'est bien le cas. Donc, quelques petites images avant de rentrer dans la démonstration si vous le souhaitez. Donc on a voilà un écran dans lequel on va pouvoir saisir les différents éléments.
du colis. Donc, on va saisir les quantités. Donc, en l'occurrence, sur la première ligne, donc j'ai des SKU en black, hein, et je vais, donc j'en ai de la taille 8, j'en ai a priori 41 et 18, donc ça fait 59, pardon, pour l'arithmétique arctique. Comme j'ai un colis dans lequel je peux avoir en quantité standard, on le voit, 41 pièces, et ben j'ai un colis de 41 pièces et un colis intermédiaire de 18. Et on verra que si c'est paramétré, je pourrais concaténer des colis, les colis 3 et les colis 7, par exemple. Je vais pouvoir les regrouper pour pouvoir optimiser, puisque 18 et 29 permettraient de remplir un colis ou de compléter un colis et d'éviter d'avoir un colis en reliquat, de limiter le volume donc d'acheminement. Donc, l'idée d'optimiser. Une fois que j'ai finalisé et rempli en fonction des vraies quantités, ben, je vais générer ma packing list. Et une fois que j'ai généré cette packing list, pardon, ben, je vais pouvoir avoir mon étiquette colis qui va pouvoir être défaite. Je vais avoir une petite erreur dans mon PowerPoint. On verra tout à l'heure, puisque j'ai l'étiquette qui était censée afficher. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'on a plusieurs moyens de générer des étiquettes colis. Et là encore, il faut que ce soit un moyen. Si vous imposez la génération d'étiquettes colis à vos fournisseurs, il faut qu'à un moment donné, vous puissiez aussi lui faciliter la vie. Et on va avoir différents types, 4 en effet, 4 manières de générer la packing list ou de générer les étiquettes colis. Pour nous, c'est la même chose, vous l'avez bien compris. Donc, la packing list peut être générée automatiquement en fonction des quantités produites et contrôlées. Donc, j'ai produit 200 pièces, j'ai 50 colis par pièce. Et bien, si je fais entrer, j'aurai 40 colis avec 50 pièces. Et ça me génère en mono SKU et ça me génère les colis automatiquement. Je peux avoir une packing list que je vais gérer manuellement parce que le fournisseur va vouloir va lui-même conditionner les colis et va vouloir ensuite va le faire à l'envers. Il va vouloir saisir générer la packing list en fonction du plan de colisage qu'il a réellement fait. Et ça, c'est possible parce que je n'ai pas forcément des indications de colisage imposées à chaque fois. Donc là, le fournisseur peut faire, et on va retrouver une interface de saisie qui va être beaucoup plus simple que celle qu'il utilise ou qu'il est obligé de faire avec des montages Excel dans la plupart des cas. Je peux aussi avoir une packing list générée via un fichier importé. Ça, c'est important parce qu'on travaille aussi avec des fournisseurs. Donc, il faut quand même avouer qu'aujourd'hui, les fournisseurs se sont largement structurés, se sont industrialisés et qu'à ce titre-là, aujourd'hui, ils ont des systèmes d'information qui sont de plus en plus performants. Et eux-mêmes, des gestions de production. Alors, a fortiori, quand on est dans le monde de la chaussure, par exemple, sur des fournisseurs italiens qui ont eux-mêmes donc un système d'information. Et donc, l'idée de ce module qui est récent, il date de la version 5 d'ISCM, c'est de pouvoir permettre à un fournisseur de générer l'équivalent donc de sa production, de son fichier de production, avec les différents éléments de l'entête de la commande, de l'injecter dans ISCM, et auquel cas c'est ISCM qui va générer les étiquettes colis. Alors ça, il est possible de l'imposer à un fournisseur parce qu'on est bien dans l'idée de pouvoir avoir un format unique pour tous les fournisseurs de l'étiquette colis, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, on va pas imposer au fournisseur de refaire un format d'étiquette particulier et correspondant à vos attentes, mais on va dire au fournisseur, ben, juste injectez-nous l'équivalent de votre packing list à un format CSV, XML ou Excel, et on va réintroduire ces quantités, ce qui fait qu'on va mettre à jour les quantités réellement produites à partir des quantités injectées, et on va générer les étiquettes colis selon le plan de colisage que le fournisseur aura défini. Ça, c'est le troisième moyen. Et le quatrième, c'est ce qu'on appelle la packing list poussée par le physique. Alors ça, c'est intéressant notamment dans des productions ou dans l'industrie du luxe ou dans des productions de petites séries, où le fournisseur va remplir ses colis en fonction de ce qui est prêt en bout de chaîne de production. Et chez certains fournisseurs, ben, ils ne vont pas produire d'abord un modèle par modèle, mais ils peuvent avoir plusieurs lignes de production, notamment dans la maroquinerie par exemple, où ben, à ce moment-là, ben, le fournisseur, s'il y a un sac qui est prêt, 2 ceintures, 3
c'est des exemples qui ne sont pas forcément pertinents, mais il va saisir éventuellement avec une douchette les différentes SKU, il va constituer son colis à partir de ces éléments-là, et automatiquement, on va générer donc une saisie partielle donc de fin de production sur les ordres d'achat. Par exemple, s'il a saisi 3 sacs à main, de l'ordre d'achat où il y avait 10 sacs à main, on va en déduire 3, on va dire voilà, j'ai eu une production partielle de 3 unités et je vais constituer mon colis avec ou mon portant avec 3 sacs à main, 2 ceintures et puis et je ne sais quoi, et que je vais conditionner à mon colis. Et donc là, on va avoir un colis qui va être multimodèle et qui va être constitué bien sûr en fonction des produits prêts et contrôlés en qualité. Ce qui veut dire que là, je vais générer dans l'ISM des reliquats sur les différentes commandes ou ordres d'achat que j'ai passés et qui ont été donc dégrévés des colis, des SKU qui sont prêtes à être conditionnés. Et donc ça permet d'avoir quelque part des enlèvements beaucoup plus réguliers. Et c'est vraiment utilisé, notamment, je disais, dans l'industrie du luxe et chez Hermès, par exemple, chez qui on a déployé le portail fournisseur monde, et bien chez tous les artisans, c'est comme ça les producteurs qui sont en très petite série, c'est comme ça qu'ils vont pouvoir déclarer et qu'il va y avoir des tournées d'enlèvement, donc en proximité proche. Mais c'est quelque chose qu'on peut avoir aussi sur des échantillons, par exemple des productions d'échantillons ou de têtes de série, où là, dès que c'est prêt, il faut que très vite ça puisse être acheminé. Donc, le fournisseur peut rapidement dire voilà ce qui est prêt et l'envoyer au plus vite donc pour des contrôles d'échantillons, de têtes de série en amont des lancements de production. Donc, l'idée étant de gagner du temps sur certains types de commandes ou certaines productions particulières. Voilà, c'était mon slide qui me manquait. Donc, à ce stade-là du webinaire, ce que je voudrais, et avant d'entrer dans la démo, dans la démonstration, je voudrais juste partager avec vous une vidéo de 2 minutes. Vous êtes nombreux et autres, mais qui vont permettre de remettre le contexte. Alors, il fait juste 2 minutes. Ça va vous remettre le contexte et ce qui va permettre d'illustrer plus facilement ou moi de recaler plus facilement la présentation. Donc, je vous laisse découvrir. Le marché concurrentiel du prêt-à-porter et de la mode en général impose une pression commerciale de plus en plus forte. L'enjeu est d'être capable de répondre aux demandes spécifiques de chaque client alors même que la production peut être externalisée à l'autre bout du monde. C'est là la force du portail fournisseur ISCM, qui harmonise le suivi des approvisionnements et la planification entre tous les acteurs. Les commandes sont soumises aux fournisseurs pour confirmer les coûts, les quantités, les dates de réception des matières premières ou des produits finis. Les échanges permettent d'identifier au plus tôt les contraintes de production pour valider les jalons de suivi. ISCM permet de mobiliser chaque acteur sur un objectif commun. Via une interface sécurisée, le fournisseur saisit ses contrôles qualité pour valider le lancement de la production, mettre à jour son suivi et informer l'approvisionneur en temps réel. Quels que soient les problèmes de qualité, de quantité ou de délai, ISCM facilite la prise de décision en fonction des priorités réelles qui ont pu évoluer. L'approvisionneur, avec le fournisseur, peut adapter et moduler en concertation le plan de production et de livraison pour respecter les objectifs fixés. En temps réel, chaque acteur est informé, les priorités validées et le planning adapté en cohérence. Une fois la production terminée et contrôlée, ISCM génère la liste de colisage et les étiquettes colis. Informé, le transitaire peut déclencher les opérations d'acheminement et renseigner les dates de suivi. Ainsi, via ISCM, les équipes entrepôts disposent d'un planning de réception plus fiable pour anticiper la préparation des expéditions clients. En synthèse, tout au long du cycle d'approvisionnement, la supervision ISCM simplifie la relation avec les fournisseurs et accélère la prise de décision pour respecter les engagements de livraison. Voilà, donc très rapidement, donc si c'est ce contexte-là, et c'est, voilà, ce qui est intéressant, c'est que ce petit synoptique ou cette petite illustration, c'est le quotidien de nombre de nos clients. Et aujourd'hui, quand on voit par exemple chez Rip Curl, où il y a quasiment 450 fournisseurs qui travaillent au quotidien sur l'application, aujourd'hui, les fournisseurs se forment eux-mêmes en tutorat avec les approvisionneurs sur l'outil. Il y a du turnover sur les fournisseurs, il y a des nouveaux interlocuteurs chez les fournisseurs qui arrivent naturellement.
il s'intègre sur l'outil et il se connecte au portail d'une manière très simple. Et comme l'outil est intuitif, il n'y a pas de formation à faire. Hein, les gens se forment les uns voilà, par cooptation ou par transmission de savoir. Et là où on va gagner du temps, c'est que bien sûr, on va travailler en temps différé, hein, puisque le fournisseur, ce qu'il va saisir, s'il travaille sur d'autres fuseaux horaires, ça veut dire qu'on va élargir la plage horaire possible de communication ou d'échange d'informations, plutôt que de le faire que par mail ou par téléphone. Alors, si on va voir la démo rapidement pour voir comment on va générer une packing list. Hein. Donc, évidemment, quand on parle de portail fournisseur, ben, on va parler bien sûr de sécurité. Donc, je vais me connecter avec un rôle administrateur qui va permettre de nous simplifier un peu la vie. Et donc, on va pouvoir trouver l'ensemble des différents acteurs hein, qui vont pouvoir intervenir sur le portail. Donc, on va avoir l'approvisionneur, bien sûr, les fournisseurs, des clients qui peuvent saisir les commandes, les gens de contrôle qualité qui peuvent être externes, bien sûr, les différentes plateformes logistiques, les transitaires, et puis toute la supervision qui peut être faite du contrôle. Alors, l'objectif, c'est pas de faire une démo, et bien sûr, on est prêt à faire une démo beaucoup plus approfondie, mais je voulais juste montrer donc une fonction de la génération de la packing list et comment ça se passe. Donc, dans ISM, d'abord, un des grands principes, c'est cette notion de tableau de bord qui va mettre, suivant des indicateurs qui sont particuliers, qui va alerter l'approvisionneur, en fait, tout acteur d'ailleurs, qui peut être le fournisseur ou l'approvisionneur, en l'occurrence sur cet exemple-là, puisqu'on est sur un suivi de production et une vue approvisionneur ici. On sait que très vite, l'approvisionneur va savoir que sur son fournisseur Albi SRL, qui fait des chaussures, il a 8 ordres d'achat qui sont bloqués en expédition pour contrôle qualité non validé. Donc, ça l'interpelle, il rentre dedans et là, il voit les 8 commandes qui sont susceptibles de poser problème. Et alors, il a un tableau de bord continu, il va pouvoir voir l'intégralité des informations de son ordre d'achat, par exemple le 2-1 ici, où il y a bien 96 pièces. Il y a donc une chaussure marron, une chaussure chocolat, en taille de 41 à 46. Il peut voir éventuellement le prix, le numéro ERP avec la ligne de numéro ERP, parce que ça peut être une information s'il a besoin de voir la corrélation dans son propre ERP, sachant que toutes les informations d'ISM sont alimentées de la ERP et toutes les modifications de ces informations dans ISM vont être remontées dans l'ERP. Hein. Il a la vision complète de son ordre d'achat, donc avec bien sûr le détail de l'entête, les différentes dates qu'il y a eu de demande de lancement de production ou autre, la contrôle des cohérences, les prix, l'historique des mises à disposition, les différents jalons d'acheminement qu'il peut avoir, et on va voir tous les jalons qui vont être suivis, hein, qui vont permettre de rythmer les informations. Les références, et c'est dans cet écran-là qu'on va pouvoir avoir tout un ensemble d'informations beaucoup plus techniques sur l'outil qui vont venir ou d'un PLM et dont on va pouvoir se servir pour éditer les étiquettes tissées dont je vous parlais tout à l'heure. Et un planning de réception, puisque je peux avoir, donc là, les quantités commandées, il n'y a rien qui a été expédié pour cause, puisque je ne peux pas réaliser ma packing list. Les quantités reçues, donc à un moment, avec une seule interface que je peux éditer, sur un document complet dans lequel je vais voir qu'est-ce que je veux, si je veux éditer le détail, les quantités ou quoi, hein, donc en termes de facilité d'accès à l'information et de rematérialisation de l'information qui est sur le portail, j'ai plusieurs options qui vont être faites, mais donc j'ai une vision synthétique de l'ensemble des informations, y compris ici des informations de demande de changement, demande d'information ou de notification de changement qui ont pu être faites. Et donc là, je vois que j'ai plusieurs contrôles qualité qui ont été faits, sauf la qualité donc d'échantillon qui est non valide et qui m'empêche de générer ma packing list. Donc la première étape qui va être faite, ça va être de demander au fournisseur de saisir les résultats de son contrôle qualité, éventuellement d'attacher un document si cela est obligatoire. Et je peux attacher des documents qui peuvent être liés à la couleur, puisque si j'ai un contrôle, par exemple, qualité de matière première, en fonction des couleurs, j'ai différentes matières premières, et donc je pourrais imaginer un contrôle, d'uploader un certificat de contrôle ou un certificat un formulaire de saisie des résultats d'analyse de
chromatographie de solidité, de toxicité, par exemple, comme on le fait pour petits bateaux sur les habits petite enfance. Donc ici, pour simplifier, donc je vais définir mon organisme de contrôle, hein, donc c'est contrôle compagnie, et puis j'ai OK pour la conformité. Voilà, par exemple, et je valide, je n'ai pas eu besoin de charger de documents, c'était pas l'enjeu de l'information. Donc à ce moment-là, j'ai mon contrôle qualité qui est défini. J'ai plus aucun de jalon bloquant sur cette partie-là et je vais pouvoir lancer ma liste de colisage. Première étape que l'on va me demander, c'est de re-remplir, de reconfirmer le fait que j'ai bien saisi la bonne quantité. Alors juste une petite astuce, mais si j'avais à saisir, je pourrais avoir, mettons, 192, si je faisais pour l'arithmétique, si je remplis, ben j'ai une saisie rapide et de l'ensemble de ma quantité qui peut être faite, je remis aux situations. Mais donc, je vais pouvoir avoir une saisie à, comment dire, à la SKU, bien sûr. Hein, ici, je peux dire que j'en ai fabriqué que 11 ou 10, etc. Mais donc, j'ai une saisie à la matrice de l'ensemble de l'information. À tout moment, je peux avoir un export de cette information-là sur un format Excel, ce qui permet à l'utilisateur de retrouver sur un format Excel l'ensemble des données qui lui sont à disposition via le portail. Donc, toujours l'idée étant de rematérialiser l'information pour que le fournisseur ou n'importe quel acteur puisse disposer de ces informations. Donc, j'ai bien, là, sur ce GDC, je pourrais imposer au fournisseur de demander donc, la date de réception réelle de la matière première à l'usine ou la validation de la quantité finale, par exemple. Donc, une fois que j'ai fait ces éléments-là, j'ai une information concernant le poids où je peux être amené à ressaisir et à l'appareil, je vais pouvoir ressaisir par exemple une information ou dire que le 41 il est un peu moins lourd que le 46. Et c'est à partir de ces informations-là que je vais pouvoir générer l'ensemble de mes informations au poids avec le contrôle pondéral de la génération. Donc, une fois que j'ai ça, je vais alimenter ma packing list et là, automatiquement, l'ensemble des productions qui ont été faites vont être, on va générer des colis donc sur cette partie-là et je vais pouvoir supprimer les lignes vides éventuellement ou donc recharger. Là, je vois par exemple que je peux mettre, pardon, j'ai été trop vite, 20 quantités standards. Ben, je pourrais très bien dire que je vais mettre ici 10 par exemple. Supprimer ce colis et là on verra ce que ça donne tout à l'heure sur les étiquettes. Hein, voilà une possibilité qui m'est offerte. J'espère que je ne vais pas tomber sur le sacro-saint effet démo en faisant ça avec vous, mais c'est les joies du direct. Voilà, j'ai bien généré des colis avec 20 pièces de différentes notes et je vais finaliser ma packing list, ce qui va me permettre donc, ma liste de colisage est terminée et je vais pouvoir voir au format PDF ma packing list ici avec l'ensemble, avec le plan de colisage, l'ensemble de l'entête dont j'ai besoin. Et je vais pouvoir dire que je vais générer 1, 2 ou 3 étiquettes suivant que je veux coller sur 3 côtés pour être sûr que j'aurai toujours une étiquette visible. Si je fais une étiquette pour simplifier la lecture, une étiquette pour chaque colis. Et là, j'ai généré 8 colis. Le premier colis avec 2 SKU à l'intérieur avec une quantité standard d'informations. Le troisième aussi, puisque j'avais complété. Je vois que mon quatrième colis, il a une quantité non standard, puisque j'ai que 10 unités sur une capacité standard de 10 pièces, alors je sais que j'en ai 20. J'ai un total de 8 cartons, j'ai ces 5 sur 8 sur ce format d'étiquette qui est légèrement différent de celui que je vous ai montré tout à l'heure. Et voilà, et je vais donc avoir mon colis avec mes 3 SKU tout à l'heure avec les 6 pièces, donc c'est non standard parce que j'ai 18 pièces sur les 20. J'ai un point brut qui est calculé donc
sur la base des SKU réellement, faites-moi confiance sur l'arithmétique, on pourrait le recalculer, mais sur le calcul donc, du poids des pièces, c'est le poids net et le poids brut, puisque j'ai vu à un moment donné que mon colis pesait 500 grammes, ici on le voit, et que j'avais un type de 20, 300, 300. Donc voilà comment j'ai pu mettre en place ma packing list, et si je fais retour, je vois que ma packing list, elle est sortie de cette, rappelez-vous ici, j'étais sur, je n'ai plus que 7 articles, j'en avais eu 7 commandes qui sont bloquées, j'en avais 8 au début parce que j'ai débloqué donc ma commande qui était définie. Et si on va aller voir ma packing list qui est faite, ce que j'ai fait, c'était voilà, le colis 1 avec les 96 pièces donc qui ont bien été faites à ce jour-là. Et donc, ma packing list étant faite, je vais pouvoir la mettre à disposition et mon transitaire est automatiquement informé que de la disponibilité de cette production pour l'enlèvement. Voilà donc rapidement comment on peut suivre un ordre d'achat, contrôlé par les contrôles qualité, imposer aux fournisseurs la saisie d'informations techniques ou d'informations techniques sur les outils de type le poids, d'imposer au fournisseur la saisie des quantités réelles qu'il a faites, avec une notion de tolérance. Je peux être en tolérance 0, auquel cas je lui demande de produire juste les 96 pièces, ou avec une tolérance de 2, 3, 5%, ce qui permet ce qui est souvent comment dire, toléré, hein, donc c'est le principe de tolérance, pardon, mais toléré pour pouvoir admettre le fait que je produise quelques unités de plus ou en moins que ça ne bloque pas une expédition. À tout moment, l'ensemble des acteurs, en fonction de leurs droits, de leurs habilitations et de ce qu'ils ont le droit de voir, vont pouvoir suivre l'ensemble de ces informations, ce qui va permettre en fin de course de pouvoir instruire un litige, de garder en mémoire tous les échanges qui ont pu être faits ou demandés. Hein. Par exemple, ici, j'ai une demande de changement sur laquelle je n'ai pas encore répondu. Je vais garder en mémoire l'ensemble de ces échanges et de ces informations. Voilà donc pour le suivi de production, hein, donc mes actions donc sur lesquelles je me focalise et sur lesquelles j'ai une information à aller faire et je vais donc focaliser mon énergie et mon attention sur ces informations-là qui sont et sur ces ordres, sur ces commandes qui sont susceptibles de poser un problème, où j'ai un suivi rapide avec l'ensemble, avec un moteur de recherche relativement riche pour aller chercher des informations qui me manquent. Voilà donc la petite démonstration ou illustration qu'on voulait faire. À ce stade-là, j'en ai fini pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur l'enjeu de générer une étiquette. Et je vous propose de poser des questions ou d'interagir si vous avez des informations. Sarah, je te laisse éventuellement la main s'il y a une question particulière. Alors, nous n'avons pas de questions pour le moment. Je voulais te remercier, Patrick, pour cette présentation très claire et cette démonstration donc, qui a bien fonctionné, même en direct. Voilà. Donc, il n'y a pas de questions particulières. Tu as dû être très synthétique et très clair. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez par la suite des questions ou si vous souhaitez une démonstration. Et on peut aller beaucoup plus loin hein, dans les démonstrations hein, pour essayer de traduire ou de comprendre votre organisation. C'est vrai qu'on est obligé de prendre des raccourcis dans un webinaire qu'on veut caler volontairement sur 3 quarts d'heure. C'est ce qu'on est en train de tenir comme délai. Voilà. Tout à fait, puisqu'on organise de toute façon des webinaires tous les mois, donc sur chacune des fonctionnalités de notre portail fournisseur. Donc la prochaine date sera le 23 novembre. On vous enverra une invitation, bien sûr. Et puis vous pouvez aussi aller voir sur notre site internet, donc iscm.eu, et nous suivre également sur LinkedIn où vous aurez des actualités, donc sur tout ce qui nous concerne. Donc je vous remercie à tous pour votre participation et votre attention. Oui, merci Sarah. Merci à tous. Et on espère vous revoir très bientôt. Merci beaucoup.